Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer avec nous à ce forum Le Canada, une terre d'opportunités, présenté par Choc FM 105.1. Avant de commencer, nous souhaiterions partager avec vous ce message d'Abel Maxwell, suivi d'une interlude musicale. Bonjour tout le monde, je m'appelle Abel Maxwell. Tout d'abord, j'aimerais féliciter Choc FM de stimuler ce dialogue sur la thématique du Canada, une terre d'opportunités. Je crois fermement à la richesse de la diversité qui apporte un plus pour l'essor économique de nos communautés. J'aimerais aussi souhaiter de joyeuses fêtes et une année prospère 2021 à chacun d'entre nous. Que cette nouvelle année nous apporte beaucoup d'amour, beaucoup de santé et surtout beaucoup de courage. Et dans le même esprit, il me fait plaisir de vous présenter ma chanson qui s'intitule Courage. Je vous souhaite une bonne réception, de très bonnes fêtes et à très très bientôt. Le courage d'affronter la tempête, les orages. Je sais, tu contiens ta rage. Tes erreurs te rendent d'avancer malgré l'adversité. Foncer de vouloir te balancer avec l'énergie du premier souffle et rebondir hors du gouffre. Pourtant je sais que t'es fatigué, mais tu luttes pour ne pas sombrer. Tout au fond d'un piège camouflé, tu veux tirer un trait sur le passé. Le passé, c'est le passé, ne reste pas dans le passé. Maintenant, faut avancer. Le courage d'accepter de tourner la page. Prends le courage d'affronter la tempête, les orages. Prends le courage, je sais, tu contiens ta rage. Prends le courage, les erreurs te rendent bien plus sage. On ne saura pas tout expliquer sur ce qui t'a été retiré, malgré toute la peine déclenchée quand la lumière s'est fermée, malgré la nuit qui t'envahit. Garde dans ton cœur un peu d'espoir, tu verras les étoiles briller, un nouveau jour va se lever. Le passé, c'est le passé, ne reste pas dans le passé, maintenant faut avancer. Prends le courage d'accepter de tourner la page. Prends le courage d'affronter la tempête, les orages. Prends le courage, je sais, tu contiens ta rage. Prends le courage, tes erreurs te rendent bien plus sage. Prends le courage d'accepter de tourner la page. Prends le courage d'affronter la tempête, les orages. Prends le courage, je sais, tu contiens ta rage. Prends le courage, tes erreurs te rendent bien plus sage. Le passé, c'est le passé, ne reste pas dans le passé. Maintenant, faut avancer. Le passé, c'est le passé, ne reste pas dans le passé. Maintenant, faut avancer. Sans plus tarder, donc nous allons commencer le forum sur le thème de Le Canada, une terre d'opportunités pour tous. Et donc, je vais laisser le soin à Gabrielle Ozon et Karel Sikapi de démarrer le forum. Donc, je vous en prie. D'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue.
Donc, je suis Karasi Kapi, et je suis journaliste à Grand Toronto. J'étais aussi anciennement impliquée au sein de la communauté franco-ontarienne en tant que présidente de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, ainsi qu'élève conseillère au Conseil scolaire Via Monde. Et aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve dans le cadre de ce forum virtuel radiodiffusé. J'aurai l'honneur de co-animer cette discussion avec M. Gabriel Osson, qui est une figure littéraire incontournable de la francophonie locale. Cette initiative de Choc FM est financée en partie par Patrimoine Canada par le biais du programme Canada en Fête 2020. Elle découle de notre double vocation de proximité et de participation communautaire active. Nous faisons un appel à tous et toutes pour garder cette discussion ouverte, mais cordiale, constructive et respectueuse. Par ailleurs, les opinions et les propos exprimés dans le cadre de ce forum sont exclusivement ceux des intervenantes. Ces paroles ne reflètent pas nécessairement la position de notre coopérative et ne nous engagent aucunement. Rappelons aussi que ce forum est diffusé en direct en vidéo sur Facebook et en audio sur les autres plateformes de Choc FM, la radio franco-torontoise pour et par la communauté francophone et francophile du Grand Toronto. Aujourd'hui, avec vous, nous tenons quelques mois après la Fête du Canada, au crépuscule de 2020, à revenir sur ce qui nous distingue comme nation, nos valeurs d'ouverture, notre identité plurielle, les opportunités que notre terre représente, et ce, dans un format participatif, en vous tendant le micro. Et comme vous le savez, le thème de notre discussion est justement le Canada, une terre d'opportunités avec un point d'interrogation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle à nos auditeurs et internautes qu'ils peuvent nous interpeller en nous envoyant des messages privés sur notre page Facebook ou en commentant sur cette vidéo à tout moment pendant le forum. Sans plus tarder, je passe la parole à Gabriel qui ouvrira le forum. Merci Karel et bon après-midi à tous et bienvenue à ce forum. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gabriel Osson, écrivain, artiste, poète, et animateur à temps partiel à Choc FM quand la radio fonctionne. Et normalement, je suis là en ondes le vendredi. Alors, je vais vous demander à tous, pendant la présentation, de fermer vos micros et de seulement les ouvrir au moment d'intervenir. Sinon, peut-être Joe peut le faire aussi. Si vous avez vos téléphones portables à portée de la main, aussi, je vous demanderai de mettre le son en sourdine de telle sorte que ça ne dérange pas lors de vos interventions. Et je vous demanderai d'essayer de garder les interventions assez courtes, 2 minutes environ, pour donner la chance à beaucoup d'autres personnes de pouvoir y participer au fur et à mesure. Alors, le thème aujourd'hui, on le sait, c'est Canada, terre d'opportunités, point d'interrogation. Et pour partir, j'aimerais peut-être entendre quelques-uns d'entre vous me dire qu'est-ce que ça veut dire pour vous, terre d'opportunités? C'est toujours difficile de partir le bal. Sinon, je vais faire comme à l'école, je vais choisir les participants. Et qui veut se jeter à l'eau, là? Terre d'opportunité, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Amos? Oui, mais bonjour et merci de m'associer à ce forum. Terre d'opportunité, pour moi, c'est un espace, un endroit où l'on peut se réaliser qui que l'on soit. Il y a toujours la capacité de se réaliser. L'humain se réalise en progressant, mais en étant utile à sa communauté et tire une bonne partie de ses richesses et de tout ce qui lui revient dans cette communauté. Donc, il y a de l'espace pour l'amélioration, pour l'évolution, pour la contribution. Donc, c'est là, quelque chose est là, je peux y participer, je peux en profiter, mais c'est surtout participer, trouver ma part, trouver mon espace, trouver l'espace où je pourrais vraiment apporter ma contribution. C'est ça que... Merci. Merci beaucoup, Amos. J'aime bien ce que tu dis quand on parle d'avoir l'occasion ou un espace pour se réaliser, puis aussi de trouver une façon d'être au service de la communauté. Je sais qu'il y a d'autres qui sont là depuis longtemps. Peut-être je vais demander à Jean s'il peut me dire qu'est-ce que ça veut dire pour lui, le Canada, terre d'opportunités.
Votre micro est en sourdine. Bien, merci. Merci de cette opportunité pour s'exprimer. Il faut dire que quand on parle d'opportunité, on parle d'ouverture. On parle aussi de manière concrète la possibilité de recevoir quelque chose, de faire quelque chose et aussi de vivre. Donc pour moi, quand on dit Canada, terre d'opportunité, cela pour moi, cela veut dire que c'est un pays où tout est possible si vraiment tu as une ambition. Tu viens dans un pays où on te dit, OK, apporte non seulement ta contribution, mais aussi en retour, tu reçois. Donc, pour moi, c'est une occasion non seulement de découvrir, mais aussi de recevoir et de partager. Un pays d'opportunité, c'est un pays qui a l'ambition de donner l'occasion à toi qui viens d'arriver, disons, tous les moyens possibles pour réaliser ton rêve. Pourquoi tu es venu au Canada? Quelle est ton ambition? Qu'est-ce qui t'amène au Canada? OK, le Canada dit, chez moi ici, tu peux tout avoir, tu peux tout recevoir, à condition que toi sois sérieux ou bien que tu aies un objectif précis. Donc, pour moi, déjà, c'est une porte ouverte. C'est une porte ouverte à tout. Et tu as la chance de réussir. Donc, il faudrait tout simplement recadrer tes pensées, voir exactement pourquoi tu es venu dans ce pays. Mais en tout cas, tout à ta disposition et tu ne vas pas regretter. Voilà. J'aime noter quelques mots clés pour moi. Tu as parlé d'ouverture, de découverte, de recevoir, mais aussi de pouvoir partager et de changer un peu nos façons de penser de telle sorte que le pays soit à la mesure de nos rêves. Elle est à la mesure de nos rêves. Il suffit finalement qu'on se laisse aller pour l'atteindre, en tout cas pour se donner les moyens pour le faire. Je vais donner la parole maintenant à une femme, Dada. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça, la terre d'opportunité? Merci beaucoup, Gabriel. Bonjour tout le monde. Quand on est né, nos parents nous mettent sur cette terre avec plein d'opportunités, mais à un certain niveau, la répartition de ces opportunités devient problématique. Et des fois, l'équité, l'égalité n'existent pas, ou alors les opportunités sont gardées par un groupe et au détriment de l'autre. Pour moi, la terre d'opportunité, c'est justement là où on va se ressourcer quand on n'a pas pu s'épanouir dans ce qu'on avait au départ et qui était vraiment censé t'appartenir. Je pense que les opportunités, ce n'est pas un privilège, c'est aussi un dû parce que nul n'est mis sur cette terre pour être gardé derrière les opportunités. Alors moi, quand je pense comme le Canada, comme pays d'opportunités, c'est justement ce pays où je suis venue de loin pour satisfaire justement les opportunités que je ne pouvais pas trouver ailleurs pour m'épanouir, m'accomplir et réussir. C'est ça que je trouve un pays d'opportunités. Merci beaucoup, Dada. J'aimerais qu'on garde en tête deux mots qu'on viendra là-dessus tout à l'heure, un petit peu plus tard dans la discussion. C'est le concept d'équité et d'égalité. Je veux dire que est-ce qu'on a accès tous au même niveau à ces opportunités-là? Puis on va revenir là-dessus un peu plus loin dans la discussion. J'aimerais juste aller dans un autre sens maintenant, à savoir quels sont les critères de base qui définissent les opportunités. Quels sont les critères de base qu'il faut qu'ils soient présents pour qu'on ait accès à ces opportunités-là? C'est ouvert à tous. Vas-y, Serge.
J'aime que tu me poses cette question, Gabriel, merci, parce que j'ai noté plusieurs choses sur mon petit cahier pour ne pas dire trop de bêtises. Et puis moi, en fait, ce qui comment dire, m'embarrassait un peu de répondre, c'est que on vient tous de pays différents pour venir au Canada chercher des opportunités, mais je pense que dépendamment de là où on vient, l'opportunité est toute relative. Si j'étais venu d'un pays en guerre, les opportunités que j'ai trouvées au Canada est complètement relative du pays dans lequel je viens. Je pense qu'il y a toute une question de définition d'opportunité, et c'est ce que tu viens de dire dans ta question, c'est comment on peut définir une opportunité. Et pour moi, ça se définit de l'endroit d'où on vient, entre guillemets, et qu'une personne peut trouver une opportunité grandiose. Et si une personne à côté va entendre l'histoire de cette personne-là, elle va dire pour moi, ce n'est pas vraiment une opportunité. Moi, j'ai une autre vision de la vie, en fait, donc une autre vision des opportunités. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier de mentionner, que tout le monde peut trouver une opportunité un peu partout, entre guillemets. J'ai entre guillemets parce qu'il y a vraiment des pays, parce que j'ai noté ça sur mon petit cahier aussi, parce qu'un pays d'opportunité, c'est quoi à l'inverse un pays qui n'a pas d'opportunité? Un pays qui est en guerre, un pays où il n'y a aucun respect du citoyen, un pays dictatorial qui empêche l'expression libre. C'est difficile d'avoir des opportunités. Maintenant, il y a beaucoup de pays, entre guillemets, en Europe, en Amérique, qui permettent d'avoir ces opportunités-là. Pourquoi le Canada serait un pays avec plus d'opportunités que d'autres qui en ont aussi? Encore une fois, je répète, ça dépend, c'est relatif en fait à chacun. Il y a des gens qui vont trouver plus d'opportunités d'aller en France. Je dis ça parce que c'est de là où je viens. D'autres qui vont dire « Ah, Serge, tu as de la chance. Nous, en France, on aimerait bien venir au Canada. » C'est encore une fois très relatif. Et je pense que voilà, il ne faut pas oublier d'y mettre cette relativité quand on parle de… Merci beaucoup, Serge. Très, très bon. Bonne intervention. Éric, tu voulais dire quelque chose? Oui, je vais tout simplement aller dans le même sens que Paul pour revenir un tout petit peu sur la notion d'opportunité qui, pour moi, n'est plus ni moins qu'un symbole. Un symbole qui, en fait, se rattache d'abord et avant tout avec l'expérience vécue antérieurement. Vous savez, nous venons tous d'horizons divers. Chacun est arrivé au Canada pour telle ou telle autre raison. Ça veut dire en réalité que la décision de s'installer au Canada, même si ici on ne parle pas encore d'opportunité, est en soi déjà même symbolique. Ça veut dire qu'on reconnaît que le Canada a nous offert quelque chose qu'on ne trouverait pas ailleurs. Moi, je suis né au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun, j'ai étudié en Europe, je suis arrivé ici. En fait, la décision d'arriver au Canada est motivée par le fait que, comme vous le savez, beaucoup de personnes le disent à cœur joie, le Canada est célébré partout dans le monde parce qu'il est un pays accueillant et en fait, c'est un pays qui célèbre le multiculturalisme. C'est un des pays qui, au monde, est connu pour être assez inclusif. Tout le monde, d'ailleurs, au monde sait que le Canada est un endroit sûr, certain, magnifique pour vivre. Et je pense que ça rejoint en fait cette idée de symbolisme. Mais très important, c'est la relativité ou alors l'aspect relatif de la notion d'opportunité dont Paul a parlé tout à l'heure, qui encore se rattache à ces diverses motivations qui amènent l'individu à s'installer au Canada. Maintenant, est-ce qu'il y a des garanties que ces motivations qui l'ont amené à arriver au Canada vont être remplies? Ça, ce n'est pas certain. Mais aussi, il ne faut pas perdre de vue le fait que les opportunités peuvent tout simplement être une succession d'expériences que l'on rencontre, qu'elles soient positives ou négatives, et ça dépend de comment est-ce que l'individu décide de les transformer. Si, par exemple, mes 2 premières années au Canada, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, comment est-ce que je transforme ces difficultés en des opportunités pour moi? Donc ça, c'est en fait cela qui, dans un premier temps, me vient à l'esprit, mais je pense que j'aurai l'opportunité de revenir un tout petit peu dans les détails, dans mes prises de notes aussi. Merci beaucoup. Je trouve ça bien quand tu parles comme ma succession d'expériences. Puis aussi, le fait tout à l'heure qu'on prend pour acquis que
les opportunités qu'on a dépendent aussi du pays qu'on vient, comme Serge disait tout à l'heure, mais aussi le contexte du pays d'où on vient. Évidemment, si je viens dans un pays qui est en guerre, je n'ai pas les opportunités d'emploi, je n'ai pas l'opportunité d'apprendre. Donc, quand on fait le changement pour aller dans un autre pays, et automatiquement, on a beaucoup plus d'ouverture de façon de pouvoir le faire. On sait que l'immigration... vas-y, Cédric, tu veux dire quelque chose? Non, je te laisse terminer. Ensuite, je vais dire. Okay, super. Donc, je disais qu'on sait que le Canada, c'est un pays d'immigration. Tous ceux qui sont ici, à part les Premières Nations, on est venus d'ailleurs. Et l'immigration demeure un moteur essentiel pour l'économie canadienne. On sait que depuis plusieurs années, la croissance économique et la croissance de personnes au Canada est essentiellement liée à l'immigration. Le rapport du Conference Board a dit que d'ici 2040, aucune immigration, ou dans un rapport qui s'appelle plutôt 2040, aucune immigration ou davantage d'immigration. On s'attend à ce que d'ici 2030, que la majeure partie de la croissance démographique du Canada va provenir de l'immigration. Donc, ceci dit, quand on parle tout à l'heure Canada comme étant terre d'opportunité, si oui, pour qui et comment? Alors, je vais commencer avec toi, Cédric, vu qu'on a arrêté là tout à l'heure. Donc, Canada, terre d'opportunité, si oui, pour qui et comment? OK, wow. OK, c'est pas ça à quoi je m'attendais, mais merci. Oh, ben, c'est correct si tu veux revenir sur la question précédente, ça va merci aussi. Serge, non. Ben, déjà, bonsoir à tous, merci d'être là. Moi, c'est Cédric Ngon, je viens à double titre en tant qu'animateur chez Choc FM. Je m'occupe des sports depuis presque une dizaine d'années maintenant. Et puis, en tant que juriste, en particulier, je salue ma collègue Nadège Ouedraogo. On travaille ensemble sur des dossiers d'immigration. Terre d'opportunité, comme l'a dit si intelligemment Serge Paul et Gabriel, oui, et opportunité pour tous en fait, parce que en réalité, en tant que Canadiens, nous sommes tous des immigrants. Les seuls vrais autochtones de ce pays, c'est ceux que l'on connaît. Nous sommes tous venus ici, quelle que soit notre génération, on est venu ici, si c'était pas en tant que touristes, mais pour acquérir de nouvelles opportunités. Et pendant que vous étiez en train de parler, vous me pardonnerez, j'étais en train de juste chercher un peu ce que veut dire encore terre d'opportunité. Je me rends compte que lorsqu'on fait des recherches sur Internet, ça donne plutôt référence aux États-Unis. Et c'est ce que je pensais depuis le début, c'est que quand on parle encore de terre d'opportunité, on pense plutôt à l'American Dream. Le Canadian Dream, c'est quelque chose qui existe, mais on n'y est pas encore. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui, justement, en cette année où il y a eu pas mal de polémiques par rapport aux différences, à la crise raciale. On doit aussi souligner le fait qu'au niveau des opportunités, elles ne sont pas toujours, ce n'est pas toujours équitable pour toutes les personnes au Canada, même si tout le monde a sa chance sur cette terre. Merci beaucoup, Cédric. Lorsqu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir sur cette question, Amos, tu n'as pas rien dit encore. Normalement, je crois que, Gabriel, je crois qu'il y a Christian Martel qui voulait aussi parler. Christian, OK, parce que je n'ai pas vu Christian. Dans le chat, il mentionne qu'il veut parler. OK. OK, on va revenir à toi après, Amos. Vas-y, Christian. Christian n'est pas là. Ben, continue, Amos, on reviendra à Christian à ce moment-là. Donc, merci. Je souscris à toutes les interventions, les idées qui ont été avancées. Et au moment où je parlais, je pensais justement à la portion que Cédric a apportée par rapport aux États-Unis. Et je me dis, oui, mais c'est ce qui est publié, mais ce qui est vu à l'étranger. Si on a fait l'étranger, nos pays ou l'Europe, et tu dis non, quand on va au Canada, on peut réussir. Et mon intervention, quand j'intervenais tout à l'heure, l'opportunité pour moi, elle est globale. Globale, pas simplement parce qu'on est immigrant ou récent ou de loin, mais c'est parce que ce qui définit le Canada, c'est son souci
de valoriser tous ces citoyens, de donner une chance à tous ces citoyens. Et c'est là, quand Gabriel, tu parlais d'équité, d'égalité, et je dis oui, bon, c'est presque institutionnalisé. Mais je travaille, c'est parce que j'ai un certain niveau d'études. Mais celui qui vient d'un autre pays et qui n'a pas ce même niveau d'études qui requis ici, est-ce que la personne peut travailler? Oui, elle peut retourner à l'école. Je connais des gens qui n'ont pas le BPC au Bénin, qui sont arrivés ici, qui ont aujourd'hui le BTS, qui ont aujourd'hui le doctorat, alors qu'ils étaient condamnés déjà. Voici une opportunité. Donc, comme Paul le disait, pour moi, vraiment, mon intervention, elle est globale pour venir spécifiquement. Donc, l'opportunité implique l'inclusion. Comment est-ce qu'on fait pour inclure dans nos politiques, dans nos stratégies, toutes les composantes de notre société, pour que personne ne se sente laissé pour compte. Le système de santé, que ceux qui travaillent cotisent, ceux qui ne travaillent pas, tout le monde va à l'hôpital et on sort à moins de quelques. Donc, voici aussi une opportunité. Je peux me faire soigner. Quelqu'un qui n'a pas les moyens peut se faire soigner, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Donc, j'ai parlé des études tantôt. J'ai la chance de travailler comme directeur des services financiers dans un conseil scolaire à Calgary ici pendant 4 ans où il y a ce qu'on appelle le projet avant. Il y a les enfants dès la 4e année viennent à l'école avec un ordinateur. Mais le gouvernement achète un lot à l'école pour les enfants dont les parents n'ont pas les moyens, pour leur donner l'opportunité. Les livres ne sont pas achetés ailleurs. Dans d'autres pays, il n'y a pas de livres. Ce sont les parents qui vont acheter les livres. Certains vont jusqu'à voler le livre de l'humain. Ici, donc voilà les différents aspects. Je voulais vraiment dès la naissance, comment est-ce qu'on donne l'opportunité à l'enfant qui naît par le dépistage précoce? Donc voilà, et pour finir rapidement, je me rappelle en 2011, Ronald Buisson, que beaucoup d'entre vous connaissent très bien, il était le parrain de la promotion qui est sortie de la cité collégiale en juin 2011. Et pendant son discours, il disait, je vois ici, vous, mes amis les immigrants, vous êtes les plus nombreux. Le Canada est un pays d'opportunités. Ça, c'est clair. Mais cette opportunité, personne ne viendra vous la donner chez vous. Il faut sortir pour aller la ramasser. Cette phrase, je dis, c'est en juin 2011. C'est resté dans ma tête. Le Canada est un pays d'opportunités. Mais cette opportunité, personne ne viendra vous la donner. Il faut aller la ramasser. Et une preuve, c'est que vous êtes tous des mères, des pères de famille. Et vous êtes maintenant aujourd'hui gradués, ce que vous n'avez pas pu faire ailleurs. Je m'intéresse là en attendant. Merci beaucoup, Amos. Vas-y, Amar, ton micro est fermé. OK, merci. Écoute, moi, je vais continuer sur la lancée d'Amos et puis ça va un peu, comment dire, rassembler, c'est ce que je pense, ça va rassembler un peu les 3 questions que tu as posées. C'est, oui, je suis complètement d'accord que ces opportunités-là, il faut les saisir. Et puis, on a toujours présenté le Canada, comment dire, aux yeux de tout le monde, de ceux qui vivent ici, pas de ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui ont l'intention d'émigrer ici. On a toujours présenté le Canada comme l'Eldorado. Et puis ça, c'est la nouvelle terre. Puis, en fait, le Canada a toujours été dans la même position que les pays nordiques, où comment dire, le niveau de vie est très, très, très élevé. Et puis c'est ce que les gens recherchent, un peu plus de facilité. Mais par contre, moi, ce que je remarque, c'est effectivement, il y a beaucoup d'opportunités. Et je suis d'accord avec toi, Amos, on a la possibilité de reprendre ses études, on a la possibilité de, comment dire, de se lancer en business et tout ça, mais on doit fournir 3 à 4 fois plus d'efforts que n'importe qui. Je considère que pour la première génération, oui, c'est difficile. C'est un peu plus facile pour la seconde génération. Je parle des parents. Mais il ne faudrait pas que les gens un peu se fourvoient, dire « OK, j'arrive au Canada, tout va être mis à ma disposition ». Ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. Mais même avec ça, on doit fournir 2 à 3 fois plus d'efforts que quelqu'un qui est ici depuis deuxième, de troisième ou quatrième génération. Et c'est ça qui fait que les choses soient un peu plus, soient frustrantes
Et puis, écoutez, on regarde juste comment dire, les chiffres du taux de chômage. Il est beaucoup plus élevé chez les immigrants dans certaines catégories, puis certaines catégories d'immigrants. OK. Quand je parle de catégories d'immigrants, pas uniquement les immigrants économiques et tout ça, mais juste comment dire, par appartenance raciale, comme on dit, ou bien de quelle région ils viennent. On voit qu'il y a un gros déséquilibre. Donc ça, donc si on parle d'opportunité, oui, absolument. On va aller la chercher, on va l'arracher cette opportunité-là. Pour celui qui ne le fait pas, il est perdu, ça c'est clair. C'est cette nuance qu'il faudrait qu'on fasse en matière d'immigration. J'étais sûr que tu allais réagir, Dada. Ton micro est fermé. J'ai toujours pas vu Christian Martel, je ne sais pas où ce qu'il est. Dada, vas-y, ton micro est fermé. Moi, j'entends, parmi tous vous qui venez de parler, de prendre l'opportunité de le ramasser, de la voir. Mais en même temps, j'aimerais aussi qu'on parle aussi de la répartition des opportunités. C'est qui donne les opportunités? C'est qui répartit? Et justement, quand on regarde actuellement, Amos, on peut tellement bien dire que c'est un pays d'opportunités, aller le prendre. Mais quand on regarde les quartiers chauds, les hotspots, durant la pandémie de la COVID, il n'y a pas d'opportunités. Les opportunités sont inexistantes. À Jen and Finch, ils sont inexistantes dans le backyard de Ford. Pourquoi? Parce que justement, moi, j'aime qu'on n'écarte pas beaucoup l'inégalité, qu'on n'aille pas loin, même le Canada comme étant le pays réputé d'opportunités, d'immigration. Je trouve que de plus en plus, on s'en va vers le gouffre. Parce que si vous venez ici et que vous n'avez pas pu faire les études au pays, vous allez à l'école, mais pensez aussi à je reviens, vous me le direz aussi, mais pensons aussi à ceux qui ne savent pas lire le langage des opportunités, mais pas parce qu'elles ne veulent pas. Je parle des femmes, je parle des groupes racisés, je parle des groupes discriminés. Ça, est-ce qu'on peut parler d'opportunité aussi? Je ne sais pas. Mais j'aimerais juste qu'on ne s'écarte pas beaucoup sur le symbolisme ou la théorie, mais en pratique, c'est quoi? C'est un petit peu la question tout à l'heure que je posais, là, c'est on dit que le Canada, si on dit que le Canada, c'est une terre d'opportunités, et je suis d'accord avec ce que tu dis, Dada, par rapport à la répartition, c'est pour qui et comment. Je ne pense pas que c'est le rôle nécessairement du gouvernement de répartir les opportunités, parce que les opportunités sont là pour tout le monde. On a dit qu'il faut qu'on aille les chercher. Il faut aussi trouver dans quel créneau qu'on veut agir. Je sais que j'ai des gens que j'ai rencontrés dans ma carrière qui, dans leur pays, étaient médecins, qui étaient avocats, qui étaient enseignants. J'en ai une personne ici, là, dans mon édifice, qui était enseignant dans son pays et maintenant qu'il est agent de sécurité. Parce qu'il dit quand il est arrivé, il n'y avait pas d'opportunité pour lui d'aller travailler comme enseignant. Et qu'est-ce que lui voulait? L'opportunité que lui s'est donnée, c'était d'éduquer ses enfants en terre canadienne et de leur donner cette éducation-là au détriment même de sa propre personne. J'aime bien le lien que tous vous faites un après l'autre avec les discussions. Et j'aimerais maintenant retourner la parole à ma co-animatrice Karel pour la suite de la discussion. Merci beaucoup, Gabriel. Donc, la question qui se pose est celle-ci. Auront-ils accès aux mêmes opportunités que celles qui sont nées ici? Donc, je sais que vous avez déjà mentionné ça, mais maintenant, ça vous donne un peu la chance de développer plus sur ce point-là. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait commencer ou est-ce que je fais des appels? Donc, Amos? Oui. Bon, merci pour Dada pour l'intervention. Pour moi, l'approche, c'est d'abord de définir, de baliser, de dire que maintenant, on a parlé, mais
comment ça se vit dans la réalité, quelle est la proportion, entrer dans les statistiques et voir. Donc, sinon, on va faire rêver des gens et on va vendre de l'illusion. Ce n'est pas de l'illusion. Et nous sommes là aussi juste pour pouvoir aborder un problème et apporter des solutions concrètes. Donc, je suis d'accord, parfaitement d'accord. Pour moi, mais cette opportunité, est-ce qu'elle est égale? Est-ce qu'elle est égale? Donc là, on parle de l'équité, de l'égalité. Non, non, on le voit et Gabriel a donné un exemple. Vous souffrez lorsque vous êtes dans la communauté, nous sommes tous membres de la communauté, vous voyez des immigrants ou des gens d'une certaine catégorie qui disent, mais pourquoi? Pourquoi? C'est là, mais l'accès est fermé. Et c'est là où je réponds à la question de Karel. Moi qui suis immigrant de première génération, mes difficultés à trouver d'emploi par rapport à une immigrante, un immigrant qui est né ici, qui a fait tout son parcours ici, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ça, il faut le reconnaître. Même quand on est à l'université, quand j'ai arrivé ici, je suis retourné à l'université, donc j'ai étudié, même pour faire des groupes d'études, les autres, on vous met de côté. Mais ceux qui ont grandi ici, qui ont étudié ici, avec les amis, ça passe vite parce qu'il y a quelque chose. Donc cet accès n'est pas égal. Cet accès n'est pas égal. Donc maintenant, et nous qui avons passé cette étape, qu'est-ce que nous apportons pour corriger? Comment est-ce que nous empruntons nos voix aux sans-voix, comme j'aime définir un auteur pour moi, un écrivain, c'est le porte-parole de la grande masse. Donc, nous qui avons eu la chance et qui régulièrement nous retrouvons dans des instances décisionnelles, comment est-ce que nous agissons pour qu'on dise que plus jamais ça après moi? L'autre aspect, c'est il y a place à l'amélioration. Et c'est ça qu'il faut essayer de dire parce que les gens font des efforts. Il y a place à l'amélioration. Mais à quelle porte il faut frapper? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je viens de voir tout récemment, je crois que c'est fermé, Revenu Canada qui a lancé un recrutement pour les gens des Premières Nations ou les gens minorités visibles. Donc, oui, c'est une bonne initiative, mais à un moment donné, tu te dis, OK, bon, ça veut dire que s'il n'y a pas quelque chose qui est exclusivement réservé aux minorités visibles ou aux Premières Nations, ça veut dire que je ne pouvais pas être recruté. Il y a une question et en arrière de toute chose, le pourquoi et comment est-ce que l'autre qui réfléchit, qui fait l'analyse critique va le percevoir. Donc, oui, c'est une opportunité, mais l'opportunité, je vais me résumer, n'est pas égale pour tout le monde. Les chances ne sont pas égales lorsque l'on soit nouveaux arrivants, que l'on vienne de l'Europe ou de l'Afrique, ou que l'on soit femme ou homme, que l'on soit femme, homme ou homme porteur d'un handicap. Ce n'est pas toujours facile, Et il y a ce qu'on appelle souvent la barrière cachée qu'on vous dira d'autres langues. Même si on n'en a pas besoin, on peut vous dire, OK, est-ce que vous parlez d'autres langues? Vous parlez avec accent? OK, bye. Merci. Oui, merci beaucoup pour cette intervention. Donc, c'est en fait très vrai. Je vois vous semblez avoir d'expérience avec cela, justement. Donc, tout cela doit être pris en considération quand on considère un peu le rêve canadien, un peu genre notre remix du rêve américain. Donc, j'avais vu Serge qui avait levé la main, là. Je ne sais pas si Serge voulait toujours intervenir. Oui, merci, Karel. Et juste, j'ai noté dans le chat que… Nadège aussi, qui voulait parler. Ah, bah, vas-y, Nadège, j'ai déjà parlé, moi. Vas-y, Nadège, les femmes d'abord. J'ai trop parlé déjà, moi. Vous pouvez aller en premier si vous voulez. Ça ne dérange pas. Je vais aller très, très vite, alors. En fait, je vous ai peut-être déjà vu tous un dessin sur Internet. Je vais essayer de partager, là, si je peux. Vous voyez ces dessins-là sur l'égalité et l'équité. Est-ce que vous voyez le dessin ou ça ne marche pas? Oui, on voit. OK, merci. Donc, et je pense, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce dessin-là, mais qui compare effectivement tout ce qui est égal et équitable, et qu'on voit effectivement qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin forcément d'une caisse pour voir le match,
et d'autres qui ont besoin de 2 caisses pour voir le match, et ce n'est pas pour ça qu'on les favorise. Et je trouve cette image très bien faite. C'est très difficile d'avoir l'équité. La réalité, malheureusement, est souvent de ce côté-là plutôt. Si je fais scroller là, ici, elle est là, la réalité. Excusez-moi. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Non, mais il y a un autre dessin qui continue ça et qui montre effectivement ce qui est plutôt la réalité. Voilà, il est là. Et la réalité, effectivement, c'est que bon, parfois, des gens en profitent et après, ils montrent ce que c'est la libération, c'est d'enlever complètement le mur. Donc, c'est toute une question de perspective. Encore une fois, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure sur la relativité et la perspective. Mais je voulais juste vous laisser avec ce dessin-là pour illustrer en fait notre propos. Merci beaucoup. Donc, je vais alors passer la parole à Nadège qui voulait parler. Merci. Non, je voulais juste aller dans le même sens que M. Amos ou les autres. C'est vrai que c'est une terre d'opportunité pour tous. Moi, quand je vois tous, je pense à genre, couleur. Mais maintenant, c'est une terre aussi qui te demande énormément en retour. Beaucoup de courage, beaucoup de volonté. Tu peux réussir, que ce soit professionnellement ou personnellement, mais il va falloir donner 2 fois plus. Et quand on parle, c'est vrai que c'est pas moi qui, si je viens d'arriver par rapport à une immigrante de première, de deuxième ou de troisième génération, c'est sûr qu'on n'a pas tout de suite les mêmes opportunités. Mais est-ce que ça veut dire que je ne peux pas accéder à ces opportunités-là? À mon avis, oui, mais il va me falloir beaucoup plus de travail, beaucoup plus de courage que les autres. Mais je ne dirais pas que c'est fermé, c'est ce que moi je vois. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui entre Eric et Jeda avait d'abord levé la main. Je vous ai vu un peu en même temps. Est-ce que c'est mon tour de parler? Oui, ben c'était entre vous et Jeda. Je ne sais pas qui avait levé la main d'abord entre vous deux. D'accord. Non, je ne vais pas être très long. Je vais tout simplement ajouter que l'absence d'opportunité n'est pas seulement le fait des individus que nous rencontrons autour de nous, mais c'est en fait le fait du système. C'est ça qu'on parle beaucoup plus d'équité. Vous savez, la courbe d'intégration des uns et des autres lorsqu'ils arrivent au Canada dépend en fait du vécu antérieur. Donc, en fait, chacun vient avec déjà dans son bagage un certain nombre d'expériences qu'il essaie de faire valoir ici. Alors, si vous êtes un enseignant comme moi, j'ai été formé au Cameroun et quand je suis arrivé au Canada, ça m'a pris 3 ans et demi pour avoir ma carte de l'ordre des enseignants. Okay? Tout simplement parce qu'il y a eu des lourdeurs administratives qui m'ont en fait distancé de la salle de classe. Est-ce qu'à un moment donné, j'ai pensé que c'était plaisant pour moi de ne pas pouvoir vivre de mon talent ou bien alors de ma passion d'enseignant? Ça, c'était en fait un gros dommage et bien sûr à ma personne, mais aussi à ma famille parce que je n'ai pas pu m'épanouir tel que j'aurais souhaité. Je pense que l'exemple que Gabriel a donné tout à l'heure rejoint un peu celui-là. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir un peu le rôle que les différentes communautés multiculturelles peuvent jouer dans la facilitation de certaines opportunités. Parce que très souvent aussi, vous savez, à cause d'une frustration ou d'une autre, il y en a qui vont préférer s'isoler, il y en a qui vont se refuser d'aller tendre la main ailleurs. Et ça occasionne en fait des problèmes sérieux au sein de notre société. C'est pour ça que je parlais effectivement d'un problème systémique. Comment est-ce que nos expériences, nous qui sommes arrivés, que ce soit de la première génération ou de la deuxième, d'ailleurs, quand on parle du racisme au Canada, le racisme ne connaît pas de génération. J'ai dit que vous soyez, moi, ma fille et mes enfants sont nés ici. Est-ce qu'il y a des chances que dans 10-15 ans qu'ils fassent qu'ils soient exposés au racisme? Absolument, oui, ça c'est possible. Donc, en réalité, tant qu'on n'a pas fait des changements au niveau systémique, on ne peut pas, en fait, anticiper des changements certains dans une certaine période de temps. Donc, il est important je veux terminer par là, ce n'est pas en fait une question de génération, c'est sûr que ça c'est très important à regarder, mais c'est surtout de voir comment est-ce qu'au niveau des communautés multiculturelles ou bien des communautés francophones,
qui gravitent autour de nous. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces communautés comme des instruments pour faciliter davantage l'intégration et donner plus d'opportunités aux uns et aux autres? Oui, merci beaucoup pour cette intervention. Je vais finir avec Géda là, qui attendait parler. Oui. Bien, moi, je vais d'abord rester sur la notion du Canada porteur d'opportunités. Vous savez, chez nous, on dit, on sait d'où on vient, mais on ne sait pas où on va. C'est pour ça qu'on dit, qui veut voyager loin, ménage sa monture. Dès l'instant que tu es chez toi, que tu apprends que le Canada est une terre d'opportunités, la première des choses qui vient dans ta tête, tu te dis peut-être que l'intégration est facile. Donc, tu peux réussir et t'épanouir. Ça, c'est ça d'abord que tu as. Parce que c'est ce qui te motive pour aller dans un endroit où on dit il y a d'opportunités. Moi, quand j'ai quitté, j'étais au pays, j'ai fait le master avec mon groupe et j'ai eu une invitation avec le ministère de l'Éducation de New York pour des programmes d'échange culturel. C'est comme ça que je suis arrivé à New York en 1997. Après 11 ans, j'étais à côté, on me parlait du Canada. On me parlait du Canada. Donc en 2008, j'ai dit, bon, comme Canada, c'est une terre d'opportunité, laisse-moi aller là-bas. C'est ainsi que j'ai quitté New York pour arriver ici en 2008. Mais vous savez, comme je viens de dire, qui veut voyager menace à monture. Lorsque tu vas quelque part, c'est comme un soldat qui va au combat. N'oublie pas que ce n'est pas parce qu'on a dit que c'est une porte d'opportunité que tout sera facile pour toi. Il y a aussi un effort de ton côté. Mais il y a toujours des problèmes sur ton chemin. Les problèmes, c'est quoi? Il y a peut-être des papiers administratifs. Il y a aussi le problème des langues dans le pays, si ce n'est pas la langue que tu peux parler. Et puis, il y a aussi le fait que comment est-ce que, maintenant que tu vas arriver là-bas, il y a beaucoup de choses donc il faut, les étapes qu'il faut franchir avant d'arriver à ton rêve. Parce que toi, ton rêve, lorsque tu entends parler de pays d'opportunité, c'est vraiment de réussir dans ce pays-là. Peut-être que tu n'as pas pu finir tes études chez toi, tu viens ici, tu vas finir pour être professeur ou bien pour être quelque chose comme ça. Donc, n'oublions pas que toujours, vous avez tout souligné ça, hein, les difficultés existent. Mais ce qui motive quelqu'un à aller quelque part où on dit c'est une porte d'opportunité, c'est toujours l'envie de réussir et de s'épanouir. Moi, c'est ça. Et puis, avoir la facilité de s'exprimer. Parce qu'aux États-Unis, ce n'est pas facile quand tu es noir artiste, surtout que tu viens d'Afrique. Il y a beaucoup de choses qui sont formées. Même les applications pour des fonds. Dès l'instant où on voit ton nom, on sait que tu viens d'Afrique. Ce n'est pas facile que tu aies les fonds publics pour pouvoir conduire ton programme. Donc, cela amène à dire que rien n'est facile. Ce n'est pas parce que c'est une telle opportunité que tout va s'ouvrir pour toi. Il y a l'effort personnel. C'est un combat. La vie est un combat. C'est un combat. Donc, dans ce combat, il faut surtout exploiter les côtés positifs. C'est-à-dire que dès l'instant où tu fais face à une difficulté, il faut tout de suite penser à une autre. Parce que on te dit que c'est une porte d'opportunité. Et puis tu arrives, et puis quelquefois, il y a des choses qui gênent. On ne se décourage pas, hein? Il faut continuer. C'est ce qui fait que, quels que soient les problèmes d'équité, des problèmes de discrimination ou bien les problèmes de la manière dont on traite les gens de couleur, nous, on ne se décourage pas. La vie même, elle n'a jamais été facile. La société humaine n'a jamais donné d'opportunité égale à tout le monde. Ça a commencé depuis le début. Il n'y a pas, l'égalité n'a jamais existé. Mais c'est un combat que nous menons. Ce combat,
existe et va toujours nous suivre jusqu'à ce que on améliore. Parce que c'est ça, l'être humain. C'est ça, l'être humain. L'être humain a toujours posé des problèmes à un autre être humain. Quel que soit ce que tu fais, même si tu es bon, il y a toujours quelqu'un à côté qui va voir. C'est-à-dire qu'il va te voir d'un autre œil et essaie de te créer des problèmes. Mais la vie continue, le combat continue. Seulement, l'essentiel, c'est d'arriver dans ce pays. Et de ton côté, tu dois exploiter ce qui est exploitable. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand je suis arrivé, c'est-à-dire que déjà, le fait d'avoir fait les États-Unis, New York, moi, je n'ai plus pensé à aller passer par ici, à aller passer par les systèmes là. Non, non, non. Directement, j'ai attaqué. Et j'ai commencé à évoluer avec mon art. Et jusque-là, tout va bien. Donc, au fait, les expériences sont différentes, mais il y a toujours le problème de lutte continue, quoi. C'est ce que je veux dire. Oui, merci beaucoup justement pour cette intervention. Donc, avant de passer en fait à la prochaine question qui a un peu à faire avec celle-ci, j'aimerais rappeler que ce forum est diffusé sur Facebook et sur toutes les plateformes audio de Choc FM. Et donc, pour cette prochaine question, je vais seulement prendre quelques interventions, préférablement des personnes qui n'ont pas parlé dans la dernière question, mais ça a à faire avec la première, vous en avez déjà parlé. Donc, est-ce que le Canada est non, en fait, c'est... est-ce que, selon vous, le Canada privilégie certains profils et si oui, lesquels? Donc, cette fois-ci, je vous donne un peu l'opportunité d'entrer plus en détail sur les profils qui sont privilégiés par le Canada, s'il y en a. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore parlé qui aimeraient intervenir? Oui, Amar, vous pouvez. Si vous permettez, c'est une question un peu générale. Quand on parle de profil, on parle de quel profil? Est-ce que c'est des profils professionnels? Est-ce que c'est des profils de région? Est-ce qu'on privilégie une immigration particulière qui pourrait venir, par exemple, d'Europe au lieu de venir d'Afrique ou du Maghreb? Donc, c'est certain que le Canada a le droit, et c'est tout à fait normal, et qu'il a les prérogatives de choisir son immigration. On n'est pas à ce stade-là, ça c'est certain. Mais est-ce qu'on recherche des professionnels? Est-ce qu'on recherche des travailleurs? Qu'est-ce qu'on recherche exactement? Qu'est-ce que le Canada recherche? Donc, c'est un peu délicat de répondre à cette question-là. C'est de voir si c'est une question de… OK, si on parle d'immigration en matière de démographie, oui, ça va être, ça peut être, comme certains pays le font, rares sont ces pays-là, c'est du tout venant, comme on dit. Mais si c'est pour enrichir un peu l'économie du Canada, ça va être distingué dans plusieurs catégories, ça c'est clair. Je prends juste un exemple. Si on recherche des personnes qui ont un haut niveau d'éducation et qui vont intégrer le domaine de la recherche pour pouvoir contribuer au domaine de recherche ici au Canada, ça va pas être aussi simple que ça, parce qu'il y a tout un processus de credential, comme on dit, de reconnaissance des acquis et tout ça. Donc ça, est-ce que ça va faire partie des chiffres? Est-ce qu'on recherche des personnes qui vont travailler dans le domaine de la construction? Est-ce qu'on recherche des personnes qui vont travailler dans le domaine de l'éducation, dans l'enseignement? Donc, c'est vraiment des cas à prendre au cas par cas, si je puis dire. Donc, ça c'est ce que je suis en train de penser. Maintenant, est-ce qu'on pense aux générations futures? Ça aussi, il faudrait qu'on mette ça en compte. Merci beaucoup pour cette intervention. En fait, la question était pas mal générale. Donc, la question complète était en fait, est-ce que le Canada est une terre d'opportunité pour tous en 2020? Et est-ce que, selon vous, le Canada privilégie certains profils? Et si oui, lesquels? Donc, c'était une question pas mal générale. Si vous voulez, il n'y avait pas vraiment de spécification que j'avais en tête, mais vous pouvez spécifier quand ça vient peut-être au truc de base, genre l'immigration et des opportunités de travail, des trucs comme ça. Là, vous pouvez un peu spécifier et répondre comme cela vous tente. Et j'aimerais prendre une autre intervention, genre 2 minutes max, s'il vous plaît. Je sais que M. Martel, vous n'avez pas encore eu la chance d'intervenir. Si vous voudrez bien, je ne sais pas s'il est
est présent avec nous. Il n'est pas là, Carré. Oh, OK. OK, d'accord. Parce qu'il y avait, je vois une demande là Il y a Cédric qui avait la main levée. Oui, donc vous pourriez... c'est à votre tour, Cédric. OK, ouais, vous m'excusez d'avance parce que d'ici une vingtaine de minutes, je vais vous quitter pour aller vers un autre meeting. Je ne sais pas comment vous définissez les critères. OK, bon. Excusez-moi, c'est parce que j'ai la petite... OK, I'm coming. Donc oui, juste comment vous définissez les opportunités, toujours est-il, les critères, mais toujours est-il que si on peut, disons, circonscrire, je vais dire, bon, moi, dans mon domaine, par exemple, juriste, lorsqu'on fait, par exemple, les réunions du barreau de l'Ontario, si je peux dire les Noirs, on n'en a pas beaucoup, les francophones encore moins. Maintenant, dans le domaine de la communication, et c'est en cela que je suis vraiment très content de faire partie de Choc FM, si vous comparez ce qui se passe dans l'univers des communications, c'est-à-dire la télé, les médias en Ontario, comparé aux principales chaînes, par exemple, du Québec, vous allez voir tout de suite qu'il y a une vraie distinction. Vous voyez les gens qui sont, par exemple, à CP24 et vous voyez ceux qui sont, par exemple, à TVA. Vous me pardonnerez de citer certaines chaînes. Vous voyez que la diversité n'y est pas. Donc, dans certains domaines, clairement, terre d'opportunité, je vais dire point d'interrogation. Maintenant, j'ai peut-être manqué une partie des interventions. Lorsqu'il y a quelqu'un qui parlait tout de suite de « il faut saisir les opportunités », il ne faut pas se mentir. Il y a certains domaines là où il y a des barrières naturelles qui s'opposent à cause des origines, à cause de l'accent, à cause du nom. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut pas le négliger. Oui, le Canada est une terre d'opportunité parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont atteint un certain statut ou qui ont pu réussir des choses extraordinaires. Mais ça reste que dans une année comme celle-là qu'on a vécue, est-ce que l'un de vous peut me dire qu'il a constaté un changement par rapport au statut des minorités, malgré toutes les politiques qui ont été promises, malgré tous les forums, malgré toutes les réunions qui ont été mises pour parler du problème de la diversité? Est-ce que vous avez constaté un seul changement? À mon avis, non. Merci beaucoup. Donc, avant de passer à Dada, j'ai l'intervention de M. Martel ici qui dit qu'il faut réaliser que nous sommes dans une province anglo-saxonne et que la maîtrise de l'anglais sera toujours un avantage. Il faut aussi comprendre que nous sommes en compétition avec plusieurs autres personnes. Donc, c'est ça justement l'intervention de M. Martel. Désolée, ça c'est ma mère qui revient à la maison. Donc, nous passons, Dada, c'est à votre tour maintenant. Moi, j'aimerais répondre un tout petit peu à Cédric parce que durant cette période, moi, j'ai vu pas mal de... Ce n'est pas des changements, mais c'est la réalité qui a été mise à nu. Parce qu'on parle tout le temps, tout ce qu'on connaissait. Il n'y a rien de nouveau qui s'est montré durant la pandémie, mais ça n'a fait que dénuder ce qu'on savait déjà. Mais ce que je voulais te dire, par exemple, c'est que si on regarde les médecins-chefs là, de la santé publique qui parlent, qui donnent les indications, qui décident même sur nos vies, nos façons de faire de tous les jours, moi, je peux dire que j'ai été agréablement satisfaite. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de femmes. Il y a des femmes de toutes les diversités parmi les médecins en chef. Nous avons des médecins dans les hôpitaux qui sont en train de vraiment parler, élever la voix. Ça, on n'avait pas ce visage du Canada avant que la pandémie arrive. Par ailleurs, ça, moi, je dirais que c'est quand même quelque chose que je dirais qui m'a tranquillisée, moi, personnellement, comme personne de couleur, comme femme. Et si on revient à la question des profils privilégiés, évidemment, on peut toujours encore aller dans les strates et trouver qui sont ces femmes, qui sont ces... Je n'ai pas vu, par exemple, une femme médecin noire, sauf celle qui est allée aux États-Unis, qui a fait la foire au carnaval de Trump. C'est la seule femme médecin noire qui a apparu dans les médias. Mais au Canada, non, je n'ai pas encore vu une. Il y a encore le profil de la race qui prévaut au Canada.
Et quand je regarde les francophones en général au Canada, on les connaît, c'est une diversité, mais les francophones d'Afrique ne sont pas des profils privilégiés du Canada. Et ça, je peux le dire très, très ouvertement, je n'ai pas peur de blesser qui que ce soit, c'est la réalité au Canada. Et quand je regarde aussi la balance du genre, c'est toujours en grande... Regardez-nous autour de nous ici aujourd'hui. J'ai perdu même... on est 3 femmes. Ça ne veut pas dire que c'est que 3 femmes dans toute la communauté qui peuvent aussi venir parler. Et c'est des choses souvent auxquelles on ne regarde pas. Et si on regarde aux Autochtones, c'est encore pire, même encore. Et je me dis, le Canada n'a pas de profil qui est connu. C'est juste le profil théorique. Mais en pratique, il y a tellement des profils qui ne verront jamais la première ligne au Canada. Et j'aimerais savoir quels sont ces profils privilégiés par le Canada. On doit creuser pour les trouver. Je ne sais même pas si c'est dit quelque part. Et c'est ça le grand problème aussi, de dire que c'est une terre d'opportunités pour tous, mais dans la réalité, on voit très bien qui ont d'opportunités. Merci beaucoup pour cette intervention. C'est très vrai, en fait. Le fait qu'on ne reconnaît pas beaucoup la francophonie de l'Afrique au sein de la communauté franco-ontarienne. Même moi, quand j'étais très impliquée, ben, je le suis toujours, mais quand j'étais vraiment très impliquée, ça se voyait qu'on ne reconnaissait pas vraiment cette partie-là de la francophonie, surtout en Ontario. Donc, j'aimerais repasser la parole à Gabrielle. J'aimerais encore passer la parole à Gabrielle pour les prochaines questions. Merci, Karen. Quand on parle de cette question-là, on est souvent doublement, triplement minoritaire en Ontario. On n'est pas nécessairement des anglophones, on est immigrants, on est francophones. Et si vous avez un handicap ou si vous êtes femme, et là, vous êtes triplement, quadruplement déficitaire, si vous voulez, en termes d'opportunités. J'aimerais revenir sur un point qu'on a mentionné tout à l'heure, la comparaison qu'on a fait entre l'Amérique, le rêve américain et le rêve canadien. Est-ce que, selon vous, il existe ce rêve canadien? Si oui, de quoi a-t-il l'air? Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment un rêve canadien. Je pense que, comme j'ai mentionné plus tôt, le fait qu'on est dans une province anglo-saxonne et que la majorité des provinces au Canada sont anglo-saxonnes, on copie beaucoup ce qui se passe aux États-Unis sans nécessairement tenir compte de ce que nous avons ici au Canada. On est un pays bilingue et il s'agit juste de demander des services en français dans n'importe quel service de santé ou services gouvernementaux pour frapper un mur et réaliser que l'égalité, ça n'existe pas. Pour pouvoir avoir des services en français dans une province anglophone, il faut vraiment remuer mer et monde. Et juste l'exemple de l'Ontario, ce n'est que lorsqu'on est vraiment maître chez soi, c'est-à-dire que c'est nous qui prenons les décisions, comme c'est le cas des conseils scolaires. Alors, il faut réaliser que les conseils scolaires francophones, ça n'existe que depuis 25 ans. Et avant la loi des services en français qui est arrivée en 1986 en Ontario, on n'avait pas droit à des services en français. Et c'était très, très rare, excepté justement dans le système d'éducation. Alors, je pense que les immigrants de d'autres pays
font face au même mur que les Canadiens, les Québécois qui déménagent dans une autre province canadienne. Et ce n'est qu'à travailler ensemble qu'on pourra faire avancer nos droits et rendre des opportunités plus égalitaires pour les francophones en Ontario et dans les autres provinces anglophones. Merci, Christian. Est-ce à dire, cependant, que le rêve canadien passe nécessairement par une intégration complète, pour ne pas dire fusion complète, avec la masse anglophone? Ce que je veux dire, c'est que les employeurs qui ont une politique d'égalité et de multiculturalisme qui est ouverte, on les connaît parce que il y a des employeurs qui sont reconnus pour être plus multiculturels que d'autres, mais c'est pas la majorité, c'est vraiment un groupe. Mais je pense que autant qu'il y a quelques années, on disait qu'il faut encourager nos économies locales, il faut encourager, il faut voter avec notre argent, avec acheter auprès de fournisseurs francophones, auprès de gens qui partagent nos vues. C'est pas quelque chose qui est encore possible partout. Mais avec la pandémie qu'on vit maintenant et qu'avec la globalisation des économies, je pense que de plus en plus, les employeurs vont réaliser que le multiculturalisme, les opportunités d'avoir un effectif et une main-d'œuvre qui est variée, que c'est un avantage et que ça va devenir de plus en plus important. Mais les changements de ce genre-là ne se font pas du jour au lendemain. Et je pense que c'est seulement que dans des temps de crise comme on vit présentement avec la pandémie, qu'il y a beaucoup de gens qui vont réaliser qu'il y a des nouvelles opportunités, mais il ne faut jamais oublier qu'on est en compétition avec des milliers d'autres personnes quand on fait une offre, on cherche un emploi. Et il faut essayer de montrer toutes les facettes de notre expérience et de notre éducation pour être en mesure de passer au-dessus de la pile, comme on dit. Merci, Christian. Juste pour revenir à notre fameux rêve canadien, est-ce que vous connaissez des gens qui ont pu qui sont issus de l'immigration surtout, et qui ont pu réaliser ce rêve canadien d'après vous? Est-ce qu'on a des exemples de personnes, soit dans votre entourage, qui ont pu réaliser ce rêve canadien? Je vais esquisser une petite réponse à cette question, Gabriel. Il y a des cas isolés, naturellement. Il y a des personnes qui dépendamment de leur milieu d'activité, estiment qu'ils ont atteint en fait des cimes en ce qui concerne leurs attentes. Mais il ne faut pas en fait perdre de vue le fait que le rêve canadien est plus ou moins vu de l'esprit. Parce que, comme l'a dit Christian, je ne sais plus trop qui tout à l'heure, c'est une expression qui est un peu calquée sur le modèle américain. Du fait de notre proximité avec les États-Unis, on essaye toujours de copier ce que les États-Unis essaient de mettre en place. Alors qu'en fait, c'est important pour nous autres, surtout qui venons d'ici et d'ailleurs, de prendre une certaine distance, un éloignement avec le discours politique. Parce que ce qui est très important,
si on voudrait parler de rêve canadien, c'est qu'il faut commencer par la base. Et la base, pour moi, c'est l'éducation. Et quand je parle de l'éducation, ça, c'est vraiment un modèle pratique, c'est d'être capable de revoir un peu dans la pratique comment est-ce que les ressources sont distribuées, sont organisées, les ressources humaines, et bien sûr, le contenu des matières qui sont enseignées aussi. Est-ce que effectivement toutes les voix sont représentées? Est-ce que les opportunités de leadership sont accordées à toutes les personnes qui sont issues de l'immigration, voilà, qui viennent d'horizons divers? Ce qui n'est pas le cas parce qu'il y a eu beaucoup de discussions récemment, depuis effectivement qu'on parle du racisme, il y a eu beaucoup de discussions irrelatives, mais dans la réalité, ça prend du temps pour se matérialiser. Aussi, les programmes spéciaux, et tout à l'heure, Dada a mentionné le fait que les francophones d'Afrique, et Karel a renchéri là-dedans, les francophones d'Afrique semblent ne pas avoir une voix, ils ne se retrouvent pas très bien. Et c'est pour ça qu'on parle, aujourd'hui, quand on parle de la francophonie ontarienne, il y a des voix dissonantes. Il y a plusieurs groupes qui se forment, ça et là, qui ont fait des revendications qui sont propres à elles. Et du coup, la notion de francophonie plurielle perd toute sa valeur parce qu'on a l'impression qu'il y a un groupe qui est en fait un privilège par rapport à un autre. Et je pense que c'est autant de choses qui détruisent cette notion de rêve canadien qu'on aimerait éventuellement voir sur pied avec un peu de chance. Merci, Eric. Il y avait Amos, puis ensuite Dada. Merci pour la parole. Ce rêve, bon, les gens ont réussi, je ne vais pas revenir sur ce que Eric a dit brillamment, donc ça ne sert à rien, mais bon, on a des exemples. Mais à quel prix? À quel prix? Certains ont réussi et c'est juste parce qu'il peut-être il fallait faire, en plus de ce qu'ils ont, il fallait faire de la courbette. Et la dignité de l'autre n'est pas là, ta valeur n'est pas là, c'est pas malgré tes diplômes, tes compétences, c'est parce que tu as fait la courbette qu'on t'a laissé passer. Et tout à l'heure, Dada parlait de le plafond de verre que nous devons percer. Nous voulons réussir en tant que communauté. C'est tout le Canada qui veut réussir et non quelques individus pour colorer la table ou quelques individus pour montrer. Quand moi je vais sur, je m'amuse à le faire. Par exemple, je vois des offres d'emploi ou quelque chose là. Tu as postulé ou parce qu'on me consulte. Non, va voir la liste du personnel ou bien des membres du CA. Tu vois et tu dis, mais ce n'est pas possible. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes en 2021 quand même, 2020, en Ontario, à Ottawa, à Toronto. Quand tu dis, mais non, ce n'est pas possible. Les instances décisionnelles appartiennent à qui? Et quels sont les emplois qui sont octroyés? Combien sont gestionnaires? Combien appartiennent au comité de direction? Non. Donc, il y a comme on veut vous mettre quelque part. Ça rejoint le type de profil dont parlait Karel, où l'on fait économie de vérité. Économie de vérité. Et la francophonie, je vais dire la francophonie africaine qui n'est pas reconnue. Honnêtement, on a commencé par dire généraliser, mais c'est un exemple qu'il faut donner. Allez au Québec. Il y a des Noirs ou des Arabes qui ont étudié au Québec, qui ont étudié, qui se sont endettés pour étudier dans des universités québécoises, donner du travail aux professeurs québécois. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Québec a une entente avec la France pour aller chercher, pour faire venir, alors qu'il y a des gens qui ont étudié là, qui sont au chômage. Donc, il y a ainsi comme venez, même si vous, première génération, vous ne trouvez pas à faire, on vous donnera quelque chose, on va laisser passer un ou deux, et on va dire, oh, ils ont réussi, ou nous deux, ou ils ou elles ont réussi, mais les autres seront stockés dans des emplois qu'on ne veut plus en fait. Et je reviens sur une expression qui m'est chère. Il faudra que, en tant que Canadiens, je suis dedans, nous comprenions que nous pénalisons doublement les pays où nous allons chercher nos immigrants. En dehors des pays où il y a la guerre. Ceux qui viennent des autres pays, c'est des qualités des meilleurs, ceux qui ont de la vision.
ceux qui font de l'innovation, ceux qui veulent faire progresser, venez chez nous. Nous les enlevons de leur milieu où ils pouvaient participer. Nous prenons les meilleurs éléments. Quand ils arrivent chez nous ici, on leur dit non, vous ne valez rien. Et on les met dans des emplois subalternes. Et qu'est-ce qui arrive? Double perte. Perte pour le Canada qui allait chercher des meilleurs éléments qu'ils n'utilisent pas, et perte pour les pays qui ont perdu leurs meilleurs éléments. Il faut parler ce français-là. Il faut en arriver là. Nous ne critiquons pas pour critiquer, nous faisons des suggestions. Et il y a des vérités. Autrement, vous dites que bon, dans les pays là, ça ne marche pas. Non. Ça ne marche pas parce que vous êtes allé chercher les meilleurs que vous avez amenés ici et que vous rendez inutiles. Un très bon point, Amos, parce que en même temps, on appauvrit ces pays-là, mais aussi, c'est pas nécessairement valorisant non plus pour le Canada, parce que quand tu prends quelqu'un qui, par exemple, est un enseignant ou un chercheur ou un médecin, et tu l'emmènes ici et puis il devient chauffeur de taxi, bien, il y a tout le manque à gagner aussi pour le Canada, par cette richesse que cette personne-là amène, qui n'arrive pas à contribuer à ce niveau-là. Il y avait Dada qui voulait dire quelque chose ensuite à Marc. Je pense que Amos l'a dit et l'autre personne qui avait parlé avant moi, mais je voulais dire que si on cherche les aiguilles dans le foin, on peut les trouver. Les soi-disant tokens, on peut les trouver un peu partout autour de nous aujourd'hui ici. Moi, je dirais que parmi nous, il y a des gens qui ont réussi. Ça, il ne faut pas non plus qu'on se dise que oui, mais ça ne veut pas dire qu'on devrait s'arrêter là, parce que c'est juste une personne pour 1000 peut-être, ou un groupe, une personne dans un grand groupe. Mais en même temps, moi, je me dis, moi, je suis au Canada depuis 23 ans. J'ai passé sur un chemin rocailleux. Je suis arrivée à un point où je peux me dire, moi, j'ai réussi. Mais il le disait, à quel prix? Je ne sais même pas si je peux dire que j'ai réussi, parce que c'est comme quand tu cours, tu croyais être au bout à la ligne de marque, mais tu tombes avant d'arriver à la ligne de marque. Est-ce que tu diras que tu n'as pas gagné? Même une seconde suffit pour t'éliminer de la course. Et nous sommes comme ça. On est tout le temps dans une course et arrivé à la ligne, on nous élimine. À la ligne de démarcation, on est éliminé. Mais je me dis, c'est aussi des discussions comme ça, peut-être des personnes qui se sont crues ou qui se voient réussir, qui peuvent aussi amener autour de ces tables qu'est-ce qui doit se faire. Parce que moi, quand je suis arrivée ici, j'étais la toute première de ma famille qui est arrivée ici. Et tout le monde me disait que je suis une risqueuse. Mais j'ai fini par les amener tous et toutes. Et ils sont en train de s'essayer tous, parce que des fois, ils disaient, moi, je venais d'un génocide. Et puis, une de mes sœurs me disait, ah, tu vas dans le pays où on ne meurt pas. Parce que j'avais dit que j'en ai marre de mon pays. Et là, elle me regardait, elle se moquait de moi. Elle disait, ah, tu vas dans ce pays où on ne meurt pas. Et puis, elle me regarde, elle me dit, moi, je reste ici. Mais elle est venue plus tard, parce que dans ce pays où elle restait, elle a vu que les opportunités pouvaient exister. Et je leur ai vendu aussi le rêve, mais je me dis, ce n'est pas à moi qui va leur faire ça. En venant ici, tous les parents, moi j'avais 2 petits-enfants, je me disais, je veux que mes enfants aillent à l'école. Mes enfants ont été à l'école et je suis contente. J'ai acquis un certain niveau que je voulais acquérir, mais ça ne suffit pas. Je ne peux pas parler pour tout le village. Et je me dis, il faut qu'on en parle aussi pour que nos parcours soient réduits à moitié ou à un triple pour les prochaines générations. Et même nos enfants qui ont grandi ici, ils ne sont pas encore arrivés à la ligne de démarcation. Mais il faut qu'on en parle. Merci, Dada. Une chose qui était importante à retenir ici, c'est la notion de réussite individuelle que tu dis. Oui, il y a des gens qui ont réussi, puis la réussite se mesure, en fait, chacun, cette réussite-là est variée, est individuelle, dans le sens que la notion
où le degré de réussite pour quelqu'un est peut-être pas assez pour quelqu'un d'autre. Ouais. Ce qui fait que c'est évident. Je donne un petit exemple avant de passer la parole à Amar. J'ai rencontré quelqu'un, son rêve, c'était de venir ici et d'être musicien et d'arriver à percer, à faire sa musique. Et à force de persévérance, etc., il a pu arriver à produire un premier disque, un deuxième disque, etc. Et aujourd'hui, quand on lui dit, est-ce que tu estimes que tu as réussi ce que tu cherchais en termes d'opportunités quand tu es venu ici? Pour lui, c'est ça sa réussite, c'est à ça que ça se mesure. Donc, c'est pour ça que je dis ici, il faut faire attention que la réussite, on peut dire, ouais, la personne n'a pas atteint, ne gagne pas des milliers de dollars, mais ce n'est pas ça qui est important, c'est que la personne se réalise en tant qu'individu. Amar. Je suis complètement d'accord avec toi. Tu as mâché un peu une partie de ce que j'allais dire. Ça, c'est exactement de quelle manière on peut percevoir cette réussite. Tu as parlé de cette partie-là, comment moi, je peux évaluer ma réussite à moi personnellement et comment je perçois celle des autres. Moi, ce que j'ai noté ici, ça fait 15 ans que je suis ici au Canada, ce que j'ai vu autour de moi, il y a des histoires de réussite. Je connais 2 ou 3 personnes qui sont arrivées, je ne vais pas dire qu'ils sont arrivés à un niveau, mais ils sont arrivés au niveau où ils doivent être. Où ils auraient toujours aimé être, et puis des personnes qui travaillent, que ce soit au niveau du gouvernement, qui travaillent dans des secteurs très, très sensibles, comme le ministère de la Défense et tout ça. Donc, c'est des personnes qui sont réellement satisfaites de ce qu'elles ont fait, mais ça leur a coûté plus qu'il n'en faut, plus qu'ils avaient prévu pour arriver à cette position-là. Mais par contre, c'est surtout, moi, le point où je voulais arriver, c'est que quand ces personnes-là réussissent, et puis comment dire, au regard de la société, de quelle manière on fait valoir cette réussite, on commence toujours par dire, OK, c'est une personne immigrante, voilà ce qu'elle a réussi à faire, mais on ne parle rarement des compétences de ces personnes-là. Ces personnes-là sont venues avec certaines compétences qu'elles ont acquises ailleurs. Et ces compétences-là ont été mises au service du secteur où elles travaillent. Et puis là, on dit que, OK, voici ce que le Canada a pu offrir à cette personne-là, alors que cette personne-là avait déjà ça, était déjà dans cette position-là, mais elle a dû batailler, disons, elle a dû fournir 2-3 fois plus d'efforts pour arriver. Donc, et c'est vrai que la perception de la réussite, il faut l'avoir des 2 côtés. C'est ce que je voulais ajouter. Merci, Amar. À moi, ça a l'air à sourire de ce que dit Amar. Non, c'est bon. C'est des belles remarques que nous devons intégrer. Ce que nous disons aujourd'hui, ce n'est pas tant pour nous, c'est surtout pour ceux qui sont derrière. Parce que vous ne pouvez pas savoir, tout à l'heure, je prends le téléphone, je dis aux gens au Bénin, là, connectez-vous, nous disons des opportunités parce que beaucoup veulent venir. Et c'est difficile parfois d'envoyer des gens, venez, alors que vous savez ce qui les attend. Et les gens veulent. Désolé, mon garçon est en train de rentrer, donc il va faire du bruit. Donc, c'est ça. Donc, nous devons continuer de nous battre. Et la manière de le dire, comment est-ce qu'on va essayer de le dire pour que ceux qui sont au niveau des décisions puissent réagir? Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de manifestation. Je vois le nombre de tonnes de forums. La semaine dernière, vous étiez là, Dada, ainsi de vous parler de l'égalité, ainsi de suite. Oui. Ok, moi, c'est mon garçon qui vient de me voir, donc voilà. Ok. Donc voilà. Donc voilà, c'est à ce niveau-là, nous battre et ne plus faire économie de parole, économie de vérité, mais aller vers les instances parce que nous n'allons pas continuer à mettre l'argent des contribuables dans le gouffre. Nous payons des impôts. Que ce soit réparti et l'humain se réalise par le travail. Par le travail. Ceux qui réussissent, comment est-ce qu'on veut réussir? Et que l'on cesse avec le profilage au niveau de l'emploi. Quelle catégorie d'emploi réservée à telle catégorie? Et ainsi, on aura une société
où tous sont, on ne sera jamais tous heureux, mais la majorité seront heureux, vont s'épanouir et vont faire le travail qu'ils veulent, et on aura moins des arrêts maladie, on aura moins d'accidents de travail, ainsi de suite, tout ce qui coûte beaucoup pour notre économie, et l'économie canadienne va s'en sortir parce que lorsque un Congolais est bien traité ici, il va devenir le représentant du Canada au Congo pour des affaires. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amos, pour ta discussion. Là, quand on parlait tout à l'heure encore de la notion de réussite, est-ce que, selon vous, là, dans vos sphères d'activité, est-ce que les opportunités que vous avez eues, les niveaux de réussite que vous avez obtenus aujourd'hui, est-ce qu'ils sont à la hauteur de vos espérances? J'imagine pas. Écoute, c'est comment dire, pour ma part, c'est une question difficile pas difficile à répondre. Si je dois répondre tout simplement, je vais dire non. C'est pas à la hauteur Non, mais c'est correct aussi. c'est pas à la hauteur je parle pour moi et je parle pour certaines personnes que moi je connais, mais ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas un bilan négatif. Comment dire, je ne dresse pas un bilan négatif sur tout le parcours que j'ai fait depuis que je suis arrivé ici. Au contraire, j'ai appris énormément de choses, ça c'est certain. C'est juste juste une petite anecdote. C'est le premier jour où j'ai mis les pieds, je vais dire, c'est pas le premier jour, les premières semaines, les premiers mois, je vous assure que je me suis senti comme un poisson dans l'eau. Donc, j'étais dans mon élément, j'étais vraiment très à l'aise. Et ce sentiment, je l'ai toujours. Oui. D'accord ? Je l'ai toujours. Je n'ai pas, comment dire, je n'ai pas fui mon pays parce qu'il y avait, au contraire d'autres pays où il y avait beaucoup de violence, il y avait de la violence, effectivement, et tout ça, mais mes aspirations étaient autres. C'était quelque chose, et qui n'était même pas économique. Mais par contre, j'ai retrouvé certaines valeurs ici au Canada que je ne pouvais pas, que je n'avais pas dans mon pays d'origine et qui me correspondaient moi personnellement. Donc, depuis ce temps-là, c'est juste pour revenir, depuis ce temps-là, oui, effectivement, pour ma vie personnelle et puis ce que j'ai vécu ces 15 années, je suis entièrement satisfait, ça c'est certain. En matière de carrière professionnelle, il faut être réaliste. Ça c'est clair, je ne suis pas venu très jeune. Je n'étais pas jeune quand je suis arrivé ici. Et puis, je ne rajeunis pas. Et puis, c'est tout à fait normal que mon parcours soit un peu plus laborieux et puis un peu plus long. J'aurais aimé que ça se passe plus vite, mais sinon, je n'ai pas de frustration à ce niveau-là. J'aurais aimé, en ce moment, pas être ailleurs là où je suis, mais à être à un autre niveau peut-être. Mais personnellement, dans ma vie à moi, dans mon esprit, dans mon confort, j'ai le même sentiment que depuis le premier jour où je suis arrivé. C'est une expérience très positive. Alors, je vais passer la parole à Karel, maintenant, qui va prendre la suite des événements. Alors, Karel, à toi. Oui, donc maintenant, je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été posées par les internets, sinon je vais enchaîner avec d'autres questions. Joe, est-ce qu'il y a des questions? OK, merci beaucoup. Donc, je vais enchaîner avec la prochaine question qui est: quel est le rapport entre la maîtrise des langues officielles et l'accès aux opportunités de manière générale? Alors, pensez-vous que les francophones ont accès aux mêmes opportunités que les anglophones au Canada? Moi, j'aimerais peut-être présenter une partie de mon expérience personnelle. J'ai travaillé presque 20 ans dans la fonction publique provinciale de l'Ontario et j'étais coordonnateur des services en français. Et à un certain moment donné, ça faisait longtemps que j'étais dans le même poste et j'ai commencé à faire des applications pour être superviseur, gestionnaire et tout ça. Et je me suis aperçu que j'étais campé dans un poste
parce qu'il n'y avait pas assez de francophones dans la fonction publique et cela m'empêchait de progresser dans ma carrière et d'aller plus loin. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que pour certains emplois, ça peut être un avantage, mais dans certaines autres circonstances, peut-être que c'est d'avoir les deux langues officielles, c'est pas nécessairement la meilleure situation. Et je ne sais pas s'il y a d'autres panélistes qui ont, je vois des gens qui sourient, qui ont eu la même expérience, mais pour moi, je sais que dans mon nouvel emploi présentement, je suis très apprécié, mais parce que je peux parler en anglais et en français. Merci beaucoup pour l'intervention, Christian. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui aurait quelque chose à ajouter à cela? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait aussi son expérience à partager quant à cela? Je ne sais pas si Amar, tu aurais quelque chose à dire quant à cela? Non, écoute, moi, ce que je peux rajouter, c'est que Christian a résumé un peu ce que je pense, c'est qu'on est dans certains postes, pour certains, je ne parle pas pour moi-même, mais en matière d'emploi, c'est qu'on est surtout apprécié parce qu'on parle les deux langues, anglais et français, et puis ce sont des postes qui sont, qui sont déjà attribués aux bilingues. Si on va sur les sites habituels de recherche d'emploi, tous les postes que vous allez retrouver qui soient bilingues, ce sont tous des postes la plupart, 95% de ces postes-là, c'est des postes au service à la clientèle. That's it. On ne recherche pas après les compétences des personnes. Il y a quelqu'un qui est, je ne sais pas moi, vous avez cité l'exemple de médecins ou d'ingénieurs qui font le taxi. Ils sont à leur propre compte. Mais il y en a certains qui passent par les services à la clientèle et puis on les prend parce qu'ils sont juste bilingues, parce qu'ils parlent français et anglais. Et maintenant, moi, je suis convaincu par une chose. On est dans une province anglo-saxonne, à l'instar des autres, sauf le Québec. Effectivement, c'est la langue ici, c'est l'anglais. Il n'y a rien à dire. Il y a beaucoup d'immigrants qui viennent et disent « Ok, moi, je suis bilingue, je viens au Canada parce que c'est un pays bilingue et ça va me donner plus d'opportunités. » Par contre, si on ne maîtrise pas l'anglais, ça ne donne rien. Ça ne donne absolument rien. Rares sont les opportunités, ou peu importe, même pas les opportunités. Le fait de quémander un service ou de demander un service, si on n'arrive pas à communiquer en anglais, ça ne fonctionne pas. Donc, l'anglais, ça, c'est en premier. Et on dit toujours, OK, et puis, ça, c'est peut-être une campagne de sensibilisation, que ce soit chez les anglophones ou chez les francophones. On classe toujours le français comme c'est la deuxième langue du Canada. Ce n'est pas la seconde langue du Canada. Ce sont les deux langues officielles. Il y a très souvent, et j'ai remarqué ça, je suis confronté à beaucoup de clients, je vois beaucoup de clients, j'ai vu beaucoup de clients au cours de toute ma carrière professionnelle. Tout le monde pense que le français est la deuxième langue. Ce n'est pas la deuxième langue. Donc ça, c'est un complexe à enlever, à essayer de travailler dessus. Mais en matière d'opportunités, pas de travail, mais opportunités de carrière, ce n'est pas le fait de maîtriser notre langue qui va faire la différence. Ouais, justement, c'est un très bon point que le français, c'est une bonne langue à avoir avec l'anglais, que sans l'anglais, vraiment, ça rend juste la vie beaucoup plus difficile ici au Canada. Donc, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait quelque chose à ajouter à cela? Oui, Tata. Pour moi, la langue a beaucoup joué pour la langue française d'abord, pour m'introduire dans la communauté française, parce que quand je suis arrivée, il n'y avait pas beaucoup de services en français, mais mon entrée dans le monde francophone, ça a été oasis, c'est vrai. Comme cliente d'ailleurs, comme membre de la communauté, parce que je me suis joint
à un groupe de soutien pour femmes nouvellement arrivées. Mais c'est à partir de là que j'ai pu vraiment faire connaissance de tous les autres services en français et je parlais un peu d'anglais aussi. Mais moi, j'ai utilisé toutes les étiquettes possibles pour arriver où je suis arrivée. Et j'ai utilisé la carte de femme, la carte de maman seule, la carte d'immigrante, la carte de pauvre, la carte de comment dirais-je encore, quelle autre carte j'ai utilisée? La carte de francophone. Et le tout, je ne sais pas même d'autres cartes que j'ai utilisées, mais j'ai combiné toutes ces petites étiquettes-là qui m'ont créé un profil et qui me faisaient passer parce que quand j'allais, par exemple, pour les entrevues d'embauche, on m'avait appris, je pense que je l'ai appris aussi au centre francophone, c'était de faire ressortir toutes ces particularités. Et ils sont devenus pour moi des atouts. Mais ce n'est pas tout le monde qui sait non plus jongler tout ça et les mettre ensemble parce que j'étais comme vraiment la token par excellence. Je remplissais toutes les conditions d'une personne qui passe partout. Mais c'était des étiquettes minoritaires en même temps. Et ce n'est pas non plus tout le monde qui a cet art-là de les agencer pour que ça te crée un profil qui va passer comme minorité. Et moi, je me dis, j'essaie aussi d'aider d'autres femmes à ressortir ça, mais c'est pas non plus, je trouve ça, je ne sais pas comment dire le mot, mais je trouve que c'est un mode de survie. Ce n'est pas juste qu'on a droit à quoi que ce soit, mais ça aussi, ça peut aider. Et j'aime beaucoup en parler parce que même au niveau des écoles, je devais toujours expliquer qu'on vient d'un pays francophone devenu anglophone et que les parents parlent français. Et tu dois bien sûr être patiente, d'accepter aussi tout ce qu'on te demande de faire, mais je peux dire qu'à la fin, ça paye parce qu'il faut aussi comprendre comment ça peut jouer en ta faveur. Et pour moi, c'est mon expérience, mais si ça a marché chez moi, comme tout le monde l'a dit, ça peut ne pas marcher aux autres. Mais j'ai utilisé les étiquettes minoritaires pour en faire un grand profil positif. C'est ça. Merci beaucoup. C'est en fait une manière très intéressante de voir les étiquettes qu'on nous donne en tant que membre de plusieurs minorités. Donc, est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui aurait quelque chose à ajouter à cela avant qu'on passe à la prochaine question? Okay, ouais. Oui, ben, moi, je trouve que ça rejoint exactement ce que je disais dans mon commentaire où il faut toujours penser qu'on est en compétition, peu importe l'emploi dans lequel on se présente, avec des anglophones, peut-être des gens qui sont bilingues, qui parlent chinois, anglais, qui parlent espagnol, anglais, qui parlent mexicain, espagnol, qui parlent espagnol de l'Espagne. Moi, je vois beaucoup dans mon travail. On est un milieu de travail extrêmement multiculturel. Il y a des Ukrainiens, des Vietnamiens, des Français de France, des Sud-Africains qui parlent français. Et je suis toujours surpris dans la communauté francophone de Toronto de l'endroit où les gens viennent qui ne correspond jamais exactement à ce que je suis habitué de penser parce que moi, j'ai grandi au Québec et c'est sûr qu'il
Quand on vient d'une province ou d'un pays qui est majoritairement francophone, on arrive ici en Ontario avec une mentalité de culture dominante au lieu d'une culture minoritaire. Et mon expérience après 40 ans de travail à Toronto, c'est vraiment, il faut essayer de foncer, mais il faut toujours penser aussi qu'il y a d'autres gens qui sont peut-être aussi compétents que nous, qui ont peut-être des caractéristiques comme Dada parlait tout à l'heure, qui cochent plusieurs cases de ce que l'employeur peut rechercher et il faut essayer le plus possible de se présenter avec tous les aspects qui peuvent nous aider ou qui peuvent nous donner un petit avantage sur une autre personne parce qu'on est toujours en compétition avec quelqu'un. OK, finalement. OK, oui, donc justement, ça, c'est... Merci pour l'intervention. Donc, je vais alors passer à la prochaine question qui est la suivante. Donc, quels sont les autres obstacles qui pourraient potentiellement freiner l'accès à ces opportunités, à part peut-être ne pas maîtriser l'anglais et tout ça? Est-ce qu'il y aurait d'autres obstacles qui vous ont arrêté par le passé, qui vous ont freiné par le passé, que vous avez eu à franchir ou qui ont freiné d'autres personnes dans votre entourage? Oui, alors. Si je peux intervenir, parce que ça, c'est... on parle par la réussite sociale, passe par le travail et tout ça, donc d'une certaine manière. Alors, il y a la première des barrières, c'est la langue, on en a parlé tout à l'heure, quand on ne maîtrise pas l'anglais, ça c'est une chose. Et je reste toujours ici en Ontario. La deuxième chose, je sais pas, moi je l'appelle comme, c'est un mythe qui ne devrait pas exister, et puis et je vois aucune raison, c'est cette fameuse expérience canadienne, quand on est nouvel arrivant ici. Cette fameuse expérience canadienne qu'on nous sort et qu'on nous sert à toutes les sauces. Donc ça, c'est le même travail que j'étais confronté à des cas et puis là, je ne comprenais pas. J'étais en contact avec et le chercheur d'emploi et l'employeur. L'employeur avait des demandes particulières et des exigences particulières et puis on a trouvé le candidat idéal. Mais cette personne-là n'a pas été retenue parce qu'elle n'avait pas cette expérience-là ici au Canada. Donc ça, c'est comment peut-on, on est dans un cercle en plus, comment acquérir une expérience canadienne, locale, sans pouvoir obtenir un travail. Ouais. Et ensuite, alors, ce qu'on trouve, il dit, OK, non, il n'y a pas de souci, tu peux aller ton expérience peut être dans n'importe quel domaine. Tu es médecin, va faire du service à la clientèle, tu vas connaître un peu la culture du travail. Je suis d'accord, je suis d'accord à un certain point pour ça, parce qu'il y a la culture de travail ici est différente. Okay? C'est quelque chose de différent. C'est même différent je ne vais pas parler uniquement des pays d'Afrique ou du Maghreb, elle est complètement différente même de l'Europe. Okay? Si je prends l'exemple de la France ou de la Belgique, ce n'est vraiment pas la même culture de travail. Donc, même ça, on doit en tenir compte. Donc, quand on nous parle d'expérience canadienne, ça, c'est un travail de longue haleine, vraiment de longue haleine. Donc, moi, je n'étais pas consciente du fait qu'on faisait des demandes de l'expérience canadienne. Donc, oui, est-ce que vous aurez quelque chose à ajouter, Amos? Oui, bon, c'est juste pour dire, il y a aussi les subtilités de barrières cachées. Quelqu'un qui vient d'arriver, on parle de l'expérience canadienne, au niveau du logement, par exemple. Quelqu'un qui vient d'arriver, on demande l'historique de son crédit. Il n'en a pas. Et la personne, vous voulez, n'a pas où va loger. La personne qui avait un chez d'où il vient, qui a de petits-enfants. Et ça, c'est la croix et la bannière. Oui, les organismes communautaires existent, mais tout le monde ne peut, à Toronto, nous sommes à Toronto et vous voyez ce que d'ailleurs, même on travaille, on a un salaire, trouver un logement, c'est difficile. Et à quelqu'un qui vient d'arriver, on demande le crédit. Oui, la personne, on lui a dit qu'avant que ton dossier ne passe, voici tel montant que tu dois. La personne a
fourni ça pendant des années, les preuves. Bon, et quand ça ne marche pas comme ça, surtout à Toronto, qui perd? C'est la francophonie, parce que si la personne a dit, mais écoutez, j'ai un standard chez moi avant d'arriver, je ne veux pas ça ici quand même, mais au moins là où je peux rester en attendant de moi-même, qu'est-ce que je fais? Je vais dans une autre ville. Je vais dans une autre ville, peut-être les personnes viennent dans l'Ouest ou vont ailleurs. Et c'est la francophonie et se diront, donc il y a de ces subtilités en dehors de l'expérience canadienne, c'est le crédit, le score, l'historique de votre crédit. Et il y a d'autres au niveau de l'emploi. La fois dernière, j'ai dit, mais pourquoi vous demandez un véhicule à Toronto? Pourquoi vous demandez un véhicule à Toronto pour un emploi? Enlevez-moi ça, s'il vous plaît. Vous voyez, il y a il y en a, on a les compétences, on a déjà la capacité, je dis on, je m'inclus, nous avons le défi de s'intégrer, de trouver quelque chose, mais en même temps, il y a des défis auxquels je dis, mais pourquoi est-ce qu'on me demande ça? Quand je faisais, on ne m'a jamais dit que je devais avoir l'expérience canadienne quand on allait me chercher. On ne m'a jamais dit que je devais avoir une historique de crédit, ainsi de suite. Donc, bon, et vous fournissez... et l'autre barrière aussi, c'est les équivalents de diplômes. Les équivalents de diplômes qui, honnêtement, il faut pouvoir jongler. Comme je suis arrivé, je vais rapidement, je suis arrivé avec un master et maîtrise en gestion des transports. J'étais considéré comme ingénieur. Je suis ingénieur. Donc, pour trouver un emploi, c'est difficile. Tu vas, et j'ai enseigné dans mon pays. J'ai fait l'école de supérieure d'abord au Bénin avant d'aller faire le DSS gestion des transports en Belgique. Mais tous les deux diplômes, j'étais désolé je frappais un mur. J'ai dit, ok, tu sais quoi, Amos, j'avais 38 ans. Tu avais 39e, dit, mais il faut résoudre le problème. Je vais m'inscrire à l'université pour avoir leur diplôme. Et fini. Et c'est là que je suis allé. Bon, malheureusement, j'ai fait l'erreur, mais j'ai osé aller pour le MBA. Tu sors du MBA, tu n'as pas d'expérience canadienne, comment tu vas gérer les gens qui sont ici? Oui, non, c'était suicidaire, en fait. Mais parce que j'ai étudié, je n'ai pas volé les diplômes, non, franchement. Alors que je ne veux pas aller en bas. J'ai fini avec un MBA et je sais ce que ça. Enfin, j'ai traîné les petits boulots. Et c'est normal. Aujourd'hui, je vais où je m'en vais. Donc, il y a de ces choses-là, l'accompagnement, les diplômes. Vous n'avez pas étudié ici, même les gens qui, je crois, est parti, les gens qui ont étudié aux États-Unis qui arrivent ici, ce n'est pas facile. Merci. Même problème. Merci beaucoup, Amos. Merci, Karel. Merci à tous pour votre participation. On est arrivé au bout du temps. On va déborder même un petit peu. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Alors, je profite de cette occasion pour remercier nos bailleurs de fonds, Patrimoine canadien de Canada, du gouvernement fédéral. Un gros merci aussi à tous vous autres qui avez rendu ce forum possible par vos interventions et votre participation. C'est génial. Je trouve que plus il y en a de ces forums qui nous donnent une voix, mais aussi qui nous donnent une voix positive. Je trouve que j'ai beaucoup apprécié le ton et la profondeur des discussions. Et c'est resté vraiment sur un ton très, très positif et je trouve ça, c'est remarquable par rapport à d'autres forums auxquels j'ai participé. Un gros merci à Joe, à Zahira, à Guillaume et tous ceux de la station qui ont travaillé dans l'ombre avant afin de rendre cette session possible. Et on ne s'en rend pas compte parce que c'est quand même du travail pour que ça arrive. Un gros merci particulier à ma co-animatrice Karel Sikapi, qui est journaliste à Grand Toronto. Merci Karel, ça me fait plaisir. C'est la première fois qu'on travaille ensemble. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Donc, je le dis de nouveau que cette émission sera diffusée sur les autres plateformes de Choc FM. Vous pouvez le regarder si vous n'en avez pas eu assez ou vous avez manqué certaines parties. Donc, ce serait intéressant aussi d'inviter vos parents et amis à aller les voir. Ça va être disponible sur Facebook et de nouveau, ça va être rediffusé aussi sur la plateforme de Choc FM.
Je profite pour vous souhaiter à tous et à toutes un très joyeux Noël, des belles fêtes de fin d'année. Et comme je dis toujours, quand on me parle de la pandémie, je dis ça aussi, ça passera. Donc, à un moment donné, si ce n'est pas l'année prochaine, ben, l'année suivante, on va finir par redevenir à la normale. Alors, gardez espoir. C'est surtout ça que je vous souhaite. Beaucoup de bonheur, d'amour et de santé pour 2021.